Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Exosia. Cette vidéo n'a pas pour but de présenter une news que vous avez l'habitude de voir dans d'autres vidéos qui survolent en fait et qui présentent juste l'information en disant telle ou telle chose s'est passée sans vraiment creuser le sujet. Là, l'idée c'est vraiment de vous présenter l'information en ayant cherché un peu plus dessus et pour mieux la comprendre et vous partager mon point de vue sur ce que j'ai pu trouver et ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai pu croiser comme données pour y arriver. Voilà. Je tiens bien à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, c'est les informations que j'ai pu regrouper et que je voulais partager. Donc, si vous avez d'autres points de vue, une autre argumentation, bah, allez-y en commentaire, hein, je suis preneur, on peut en discuter, je ne suis pas fermé à la discussion, et c'est même intéressant de pouvoir débattre sur le sujet, et c'est comme ça un peu qu'on peut avancer et qu'on peut mieux comprendre certains sujets. Donc comme vous le savez, Zenimax a été racheté par Microsoft en fin septembre dernier, c'était le 21 septembre, pour la petite somme de 7,5 milliards de dollars, ce qui est quand même une belle somme. Suite à cet achat, bah, tout le monde s'est posé les questions, mais qu'est-ce que vont devenir les jeux de Bethesda, de ZeniMax dans son ensemble? Et est-ce que oui ou non Microsoft en fera des exclus et du coup que PS5 pourront s'asseoir sur ces licences-là? Donc Phil Spencer s'est déjà exprimé sur les deux jeux qui était déjà sous contrat avec Sony pour PlayStation 5 et il a été clair dessus que l'accord sera maintenu, donc les exclus temporaires resteront sur PlayStation 5, là-dessus il n'y a aucun souci, mais la question a été, mais les autres licences qui n'avaient pas encore d'annonce officielle et savoir si oui ou non ça sortira sur PlayStation 5. Il faut comprendre qu'historiquement, il y a toujours eu cette guerre de consoles, qui va l'emporter, qui aura plus de ventes, qui dominera l'autre. Et c'était en partie dû par les différentes exclusivités que l'un pouvait avoir sur l'autre. Donc là-dessus, c'était vraiment le nerf de la guerre, à savoir qui aurait le plus de jeux, les meilleurs jeux à proposer. Donc à partir de ce moment-là, certaines personnes se sont dit que du coup c'est tout bénef pour Microsoft, ils ont lâché 7,5 milliards de dollars, c'est pour pouvoir garder ces exclusivités, et que derrière, de toute façon, ils feront leur pain dessus, quoi. Et d'autres, par contre, de l'autre côté, se disent, ben non, c'est impossible de rentabiliser ces 7,5 milliards de dollars juste en les sortant sur Xbox. Il faut aussi le sortir sur PlayStation 5 pour pouvoir rentabiliser. Ce qui peut s'entendre. Sauf que c'est un discours qui se tenait à l'époque, quand c'était la guerre des consoles entre Xbox et PlayStation 5. Sauf que Microsoft ont évolué et ont d'autres idées, ont un autre marché, une autre vision du business, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Pour comprendre cela, il faut voir dans son ensemble que le marché du jeu vidéo depuis des années a fortement évolué et qu'il n'est plus restreint aux consoles de salon qu'on a l'habitude de connaître, que ce soit PlayStation, Xbox ou Nintendo avec Wii, ou même maintenant le Switch qui est un peu portable et qui est aussi une console de salon qui fait du 2 en 1. Le jeu vidéo a évolué justement sur la partie mobile, sans oublier le PC, mais qui a une très forte évolution sur la partie mobile et que là-dessus, il y a de l'argent à se faire, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. Et comme on peut voir avec, avec ce graphique, bah, c'est que le mobile l'emporte loin devant niveau argent. Niveau argent, niveau part du marché, c'est eux qui dominent actuellement le game, hein, et que là-dessus, bah, tout le monde veut sa part de gâteau. À côté, on a le PC bah, qui est toujours présent et qui, lui, à mon avis, continuera d'évoluer dans le bon sens. Là-dessus, il n'y a rien à craindre. Et sur ce marché, bah, des consoles, on sait que ça se partage entre trois grands noms, hein, Nintendo, Sony et Microsoft avec la PlayStation et la Xbox.
D'un point de vue chiffre, si je dis pas de bêtises, c'est plus de 110 millions de PlayStation 4 vendus, plus de 61 millions de Nintendo Switch et plus de 48 millions d'Xbox One. Donc sur ces 28%, là de tête, ça serait quasiment 14% de prix pour Sony sur cette part du marché de console, 14% pour Sony, 6% pour Microsoft avec la Xbox et 8% pour Nintendo. Et c'est là que ça devient intéressant pour Microsoft qui a une autre vision et qui a les moyens, l'infrastructure, parce qu'il ne faut pas oublier que Microsoft, derrière, c'est pas que le jeu vidéo avec l'Xbox, mais le nerf de la guerre, le gros chiffre que fait Microsoft, c'est tout ce qui va être vente de software et infrastructure avec les serveurs Azure, Windows 10, enfin tout ce qui est logiciel par logiciel. Là-dessus, ils font majoritairement de l'argent, donc ils savent ce qu'ils font. Et là, leur idée, justement, c'est de ne plus se fermer, ils évoluent au marché, par rapport au marché, et ils ont bien compris que la guerre des consoles, c'est terminé, qu'il faut aller voir ailleurs, il faut s'étendre. Et donc l'idée, c'est de s'étendre en allant chercher le mobile, en allant chercher du PC, en plus de leur acquis avec la console. Donc, comment atteindre cet objectif? C'est le Game Pass. Le fameux Game Pass qui est lancé maintenant depuis un certain moment et qui veulent le mettre en place. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Game Pass, c'est un abonnement mensuel qui commence à 10 euros et pour la partie la plus soft, donc qui donne accès à un catalogue de plus de 150 jeux et bientôt plus de 250 jeux avec l'EA Play qui arrive au mois de novembre. Donc c'est des jeux qui sont complètement accessibles juste en payant la mensualité, donc soit 10 euros ou soit 13 euros par mois. Pourquoi la différence de 10 euros 13 euros par mois? C'est que le 13 euros par mois derrière donne accès à d'autres services qui peuvent être très intéressants, qui est du coup le Game Pass Ultimate, et qui peut permettre d'avoir cet accès aux jeux vidéo sur console et sur PC. Il donne aussi accès au xCloud, mais l'xCloud, on va arriver juste après sur le sujet. Du coup, je disais que Xbox, sur les 28% de part de marché, ils avaient qu'un petit 6%, alors qu'à côté, Sony avait 14%. Alors que si on rajoute du coup maintenant tout le reste, du coup mobile plus PC, c'est 72% du marché, plus les 6%, on est à 78%, donc quasiment 80% du marché. Donc c'est ce que vise Microsoft. Et là, on va me dire, mais le mobile, comment ils vont faire pour le mobile? Le mobile, justement, c'est le fameux xCloud qui permet de streamer les jeux vidéo directement sur notre téléphone à partir des serveurs Azure, donc les serveurs Microsoft. Et derrière, on a accès à tout notre catalogue, que ce soit les 250 jeux à venir du Game Pass, plus les autres jeux qu'on aura achetés. Et on pourra y jouer partout où on veut. Tout sera synchronisé et là-dessus, tout est bénef. Donc avec un abonnement par mois de 13 euros, on joue à tout et partout. Avec les exclusivités, bien sûr, qui sont réservées à l'environnement Xbox. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, comment arriver à convaincre les gens d'aller jouer sur mobile, comment récupérer des consommateurs? En fait, il faut regarder les pays qui consomment le plus derrière ces produits, ces jeux vidéo sur mobile. Ils sont situés où? Majoritairement en Asie et aux États-Unis. Alors les États-Unis, c'est déjà un marché que de toute façon Microsoft connaît bien et bien implémenté, en plus avec leur achat de ZeniMax, qui sont des licences qui sont très très appréciées aux États-Unis, parce que beaucoup de gens sur les médias, réseaux sociaux disent qu'ils s'en foutent des licences de Bethesda, que ça ne les intéresse pas, c'est pas trop leur cam. Oui, mais on n'est pas le pays visé. Les licences ZeniMax, c'est les États-Unis majoritairement, donc ils sont là vraiment pour conforter leur clientèle. Et derrière, on a bien vu qu'ils accentuaient leur communication et qu'ils veulent se rattraper sur l'Asie. On sait très bien qu'au Japon et en Corée du Sud, parce que les deux sont pareils, le Xbox, c'est zéro. Il n'y a aucune vente là-bas. Ils ont complètement raté
complètement raté leur sortie avec la Xbox One, qui a été une catastrophe, et il n'y en a quasiment aucune devant lui. Donc là, comme on peut voir, c'est l'Asie qui domine avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Sud a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir testé le xCloud dernièrement, et que ça a plutôt bien marché. Derrière, il y a eu c'est SK Telecom, donc c'est un peu l'équivalent de Orange ou SFR, enfin plus Orange parce que SK Telecom, je crois que c'est eux qui dominent le marché du mobile, du réseau mobile en Corée du Sud. Donc, corrigez-moi si je dis une bêtise là-dessus. Et c'est eux vraiment qui ont un peu fait la promotion du xCloud. Et on a pu voir qu'il y a eu d'excellents retours dessus. Les Coréens qui ont testé le xCloud restaient en moyenne 1,75 fois plus longtemps sur le xCloud, du coup sur mobile, que les États-Unis ou même le Royaume-Uni. Et que ces mêmes consommateurs avaient tendance à revenir 3 fois plus souvent sur le xCloud pour jouer. Et du coup, qu'est-ce qui est d'autant plus intéressant et qui vient conforter l'idée que l'Asie est bien ciblée pour le xCloud, c'est qu'est-ce qui a la meilleure, actuellement, la meilleure connexion ou le meilleur débit, que ce soit 4G ou 5G. Et on voit bien que en deuxième position, la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a été les testeurs et qui sont là vraiment pour finalement promouvoir, pour faire de la publicité, que le xCloud fonctionne bien, qu'on a un bon débit, même si en France certains ont déjà fait le test du xCloud et que celui-ci fonctionnait très très bien, en sachant que la Corée du Sud, comme je disais au début, a été comme le Japon et que la Xbox ne se vendait pas du tout là-bas. S'ils arrivent à convaincre les Sud-Coréens, c'est que derrière d'autres pays pourraient peut-être suivre et prendre le pas. À noter d'ailleurs que ce soit au Japon ou en Corée du Sud, les précommandes des consoles Xbox, ça a été immédiat, hein. Ça a été en moins d'une heure, je crois que c'était même en 10 minutes pour la X, et où c'était en rupture de stock, et un peu plus longtemps pour la série S. Donc ça montre bien qu'on ne sait pas le nombre de précommandes qu'il y a, hein, comme la PlayStation. Ensuite, c'est là qu'on va me dire, ouais, mais comment ils vont le vendre leur Game Pass? Et c'est là que va être la force de Microsoft pour vendre son Game Pass, c'est de le vendre en ayant des exclus. Parce que s'ils n'ont pas d'exclus, le Game Pass, il a pas vraiment de... Enfin, il a du poids, mais avec des exclusivités, ça attire. Parce que pour 10 euros par mois ou 13 euros si on prend l'Ultimate, en sachant que ce que j'ai pas mentionné, c'est que les jeux vidéo via le Game Pass sont donc le Day One. Ce qu'on dit le Day One, c'est que le jour de la sortie, ils sont directement accessibles dans le Game Pass, parce que les exclusivités Microsoft sont directement dans le Game Pass. Et le premier jour de sortie, c'est dedans. On peut y jouer directement sans payer le jeu. Il n'y a pas de surcoût. Un autre sujet à aborder, c'est sur les temps de développement. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas exclu à une plateforme, il faut le développer sur une autre. Et le développer sur une autre, c'est du temps, c'est des ressources et c'est du coup de l'argent. Et le fait de prendre du temps à développer sur notre plateforme, c'est du temps perdu pour pouvoir vraiment se concentrer sur un seul jeu, sur une seule plateforme. Parce que par exemple, sur une équipe de 100 développeurs, vraiment pour donner un exemple, sur 100 développeurs, on va pas mettre 100 développeurs si on doit faire du cross-platform, donc sur développer sur PlayStation et sur Xbox. Sur les 100 développeurs, il faudra splitter les ressources pour pouvoir faire le développement, alors qu'on aurait pu prendre une bonne partie et se focus sur un seul développement et un seul dev kit. Donc le dev kit, c'est le kit de développement qui est lié à une machine. Donc il y a un kit de développement maison fait par Microsoft pour la Xbox et un kit de développement maison fait par Sony pour la PlayStation. Du coup, là, il faut splitter le développement et ça devient coûteux. Derrière ça, récemment, on a eu l'interview, enfin même les interviews, parce que moi je suis ça depuis le rachat de Bethesda, où il y avait eu des podcasts entre Bethesda et Phil Spencer qui disaient déjà à mi-mot que les jeux, en tout cas Starfield, précisément le jeu Starfield, serait exclu à Xbox. Et derrière, Phil Spencer qui était lui en interview sur différents plateaux TV,
enfin à distance, mais sur différentes chaînes, qui disait qu'il forçait bien sur le fait qu'il allait prioriser l'environnement Xbox et qu'il veut prioriser vraiment ses consommateurs, ses joueurs à lui. Du coup, après ça, les gens étaient quand même dans le doute, mais oui, ça veut pas dire que ils sortiront pas les jeux sur PlayStation 5. Ils continuaient à se dire que ils pourront pas le rentabiliser parce que les gens étaient encore bloqués dans l'idée guerre de consoles qu'il existe que PlayStation et qu'il existe que Xbox. Alors que Microsoft sont sortis de cette guerre-là. Ils sont plus face à Sony. Là, ils sont sur du mobile, sur du PC et sur de la console. Donc, 3 plateformes différentes pour pouvoir étendre leur jeu. Enfin, bref. Du coup, Phil Spencer disait bien qu'il n'avait pas besoin de vendre sur d'autres plateformes, mais que c'est pas pour autant qu'ils ont racheté Zenimax pour priver les joueurs de certaines licences. Ce n'est pas leur but. Et c'est là-dessus, pour moi, il y avait eu problème de compréhension de pas mal de monde. C'est qu'ils pensent que justement avec cette phrase-là, ça veut dire il y a peut-être une porte ouverte pour laisser les jeux partir sur PlayStation 5 ou même sur la Switch. D'ailleurs, la Switch, là-dessus, je vais en revenir juste après, dessus. Alors que non. Donc, il dit bien que il n'est pas là pour couper les joueurs de certaines licences, mais qui donne la possibilité, avec leur environnement, donc avec le Game Pass, il donne la possibilité aux autres joueurs qui ne veulent pas adhérer, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une Xbox en plus d'une PlayStation ou en plus d'une Switch ou en plus d'un PC, via le Game Pass, de pouvoir jouer aux jeux et aux exclusivités Xbox. Donc ça donne la possibilité à un joueur de PlayStation d'acheter sa PlayStation 5, de prendre un abonnement mensuel de 10 euros ou de 13 euros selon son choix, et jouer sur PC aux jeux Xbox, au lieu de racheter une console à côté de 300 euros ou 500 euros. En sachant qu'il y a le All Access, mais là c'est un autre sujet. Donc c'est super intéressant, et là-dessus, il est formel, il explique bien qu'il n'a pas besoin de développer sur d'autres plateformes. Pour eux, c'est inutile, et qu'ils ne ferment pas l'accès aux autres joueurs. Ils donnent des portes ouvertes. C'est pas un environnement fermé. Et là, on va arriver au fameux argument du cas par cas que Phil Spencer avait dit pendant une interview. Oui, on verra pour les exclusivités et on fera du cas par cas. Et c'est là où, encore une fois, il faut lire entre les lignes, il faut comprendre le business, et que si Microsoft lâche ses exclusivités, même en exclu temporaire, et ça perd de son poids pour le Game Pass. Et eux, c'est vraiment l'argument, c'est vraiment ce qu'ils veulent vendre absolument au-dessus de tout. C'est vendre du Game Pass. Ils veulent un nombre d'abonnés, ils veulent vraiment le rentabiliser, c'est là-dessus qu'ils veulent miser. Système d'abonnement, c'est une philosophie de base Microsoft, fidéliser sa clientèle par des systèmes d'abonnement et ne plus acheter plein pot des softs, c'est vraiment passer par un système d'abonnement, et ce qu'ils veulent vraiment mettre en place sur Xbox, parce que chez Microsoft, ça a cartonné et ça fonctionne, et là-dessus, ils ont clairement compris, donc ils veulent l'adapter à Xbox. Donc lâcher des exclus, c'est pas... Il n'y aurait pas de logique, il n'y aurait pas un sens là-dessus. Et ça l'a un peu montré avec la Switch, la fameuse Switch, où justement dans l'interview, le même interview, où Phil Spencer dit clairement que il n'y aura pas vraiment d'autres exclus Xbox sur Switch, parce que c'est pas rentable, et que derrière, en fait, s'ils veulent vraiment le rentabiliser, il faut que Nintendo s'ouvre à l'environnement Xbox et accepte le Game Pass. Donc voilà où je voulais en venir, voilà ce que je voulais présenter pour éclaircir un peu plus le sujet, en ayant creusé un peu à droite à gauche, en ayant exploité un peu plus les différentes interviews, pour montrer que Microsoft, eux ont avancé, ils visent un autre monde du jeu vidéo, qui sont plus là à faire la guerre en face avec Sony. Ils sont complètement focus sur leur Game Pass, ils veulent vraiment accentuer les parts de marché en Asie. C'est complètement l'idée, et c'est pas pour rien que c'était en 2018 et 2019 que Phil Spencer avait dit qu'il aimerait avoir un studio asiatique,
Et finalement, avec Zenimax, bah, ils ont récupéré un studio asiatique. Après, à savoir si oui ou non ils vont en acheter un autre qui pourrait être encore d'autant plus intéressant, et qu'on a pu remarquer que pas mal de licences bah, étaient mises en avant, comme Yakuza, qui est une licence asiatique, et qui a d'autres jeux qui arrivent dans le Game Pass et qui vont arriver par la suite. Donc il y a vraiment une accentuation pour les regagner le marché asiatique. Et là où je voulais aussi en venir, c'est par rapport aux exclus. Au début, je disais que la guerre des exclus n'est plus vraiment comme ce que ça pouvait être avant. C'est que les exclus, en fait, vont ramener un certain type de consommateurs, mais ne vont pas ramener la majorité des consommateurs. Si je prends l'exemple du nombre de joueurs, le nombre de joueurs sur PlayStation, c'est actif, c'est plus de 100 millions de joueurs actifs par mois. Et si je prends par exemple de tête, je crois que c'est c'est The Last of Us qui a plus de 10 millions d'exemplaires vendus, on voit que c'est 10% des joueurs. Et en moyenne, c'est ça, c'est entre 10 et 15 millions. Les exclus sont entre 10 et 15 millions de ventes. Bah, on voit bien qu'en fait, derrière, c'est quasiment un peu plus de. Ouais, c'est 85-90% en fait des joueurs bah, ne joue pas aux exclus. Et sur le top des consommations de jeux vidéo et des ventes et des téléchargements, bah, c'est des jeux cross-platform. Ça va être du Fortnite, ça va être du Call of Duty, ça va être du GTA. C'est vraiment ces jeux-là qui sont le plus consommés. Et c'est là-dessus justement que ce soit Microsoft ou que ce soit Sony qui doivent miser en fait, qui doivent rapatrier en fait dans leur filet. Et c'est là-dessus justement où leur communication, leur marketing va faire foi. En sachant que derrière, bah, il y a aussi ceux qui ont déjà la PlayStation parce qu'ils sont amoureux de la marque, ceux qui ont déjà la PlayStation bah, parce qu'il y a une exclue et qu'ils veulent pas louper leur exclue, et que derrière, en fait, juste avec cette personne-là, bah, ça va faire un peu effet de parrainage. C'est que, ah ben oui, mais moi j'aimerais bien jouer avec mon pote. Et c'est là où je parlais des environnements fermés, c'est que PlayStation est un environnement beaucoup plus fermé qu'Xbox. Donc s'il y en a qui veulent jouer avec leurs potes qui sont sur PlayStation, bah, généralement, bah, il faut une PlayStation. Ils ont plus tendance à s'ouvrir sur le cross-platform, mais c'est encore compliqué comparé à Xbox où là-dessus, bah tiens, je suis sur Xbox, j'aimerais bien jouer avec mon pote, ah, bah je suis sur mon PC, bah je peux jouer avec lui, je suis moins bloqué. Du coup, voilà où je voulais en venir dans mon explication, que pour moi, bah, les exclus seront des exclus Microsoft, qui pour moi, ça sera même pas des exclus temporaires, et que le fameux cas par cas, en fait, ça sera tout simplement des cas par cas pour des DLC, des mises à jour, ou parce qu'on par exemple pour Minecraft, avec le Minecraft Dungeon, pour The Elder Scrolls Online, bah, en fait, s'il y a d'autres DLC à venir, bah, ça sera un fameux cas par cas. Et s'il y a d'autres jeux, en fait, MMORPG, parce qu'il y a un nouveau projet qui est en cours, qui a été annoncé, lui, je le vois bien aussi en tant que cas par cas, donc qui sera ouvert à PlayStation. Et pour les grosses licences solo, pour moi, ça va être clair et net que ça sera exclusif à Xbox. Même le Starfield, pour moi, ça va être exclusif à Xbox. Voilà, donc j'espère que la vidéo et les informations que je vous ai partagées bah, vous ont intéressé, vous ont permis de voir un peu plus clair sur la situation. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je suis convaincu, moi-même en tout cas, là-dessus, et que je vois pas comment autrement ils peuvent faire leur business. Maintenant, encore une fois, hein, si vous avez d'autres arguments, une autre explication qui se tient debout, bah, je serais intéressé de la lire. Je suis pas fermé, comme je l'avais dit, je suis pas fermé là-dessus. Donc si vous avez des commentaires ou autres, et si de ce genre de vidéo vous intéresse bah, à l'avenir, bah, pourquoi pas en refaire. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez que je creuse, bah, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi intéressant. Et voilà, donc si vous avez aussi des commentaires sur la qualité, que ce soit vidéo ou autre, bah allez-y, hein, lâchez-vous. Et puis j'essaierai de répondre. Voilà, bon, bah, portez-vous bien et puis bah, à la prochaine. Salut!